Bonjour Elfie. Bonjour. Aujourd'hui, tu as rencontré Isabelle Roy des Aliments du Québec et un dragon. Oui, un dragon. On a reçu Isabelle Roy, qui est directrice générale d'Aliments du Québec depuis quand même quelques années déjà, et David Côté, qui est fondateur de Loop, Price Kombucha, Crudescence, bien connu effectivement parce que c'est un dragon dans l'émission. Donc, on en a profité premièrement pour démystifier la différence entre produits du Québec et Aliments du Québec, parce qu'on se fait quand même demander souvent cette question-là. Puis c'est quoi l'importance d'Aliments du Québec dans une stratégie d'affaires comme pour le modèle de Loop? Et Loop, qui est un modèle qui est hyper intéressant, un modèle qui est basé sur l'économie circulaire, qui est super inspirant, mais qui apporte aussi son lot de défis puis d'opportunités de par son engagement à réduire le gaspillage alimentaire. Fait que c'était vraiment une belle discussion. Bonne émission tout le monde. Bonne émission. Merci Isabelle, merci David d'être avec nous aujourd'hui, super apprécié. Ça fait plaisir. Et je vais prendre 2 minutes pour vous présenter rapidement. Isabelle, tu es directrice générale d'Aliments du Québec depuis 1 an et demi, mais tu es pour l'organisation depuis 2015, où tu as fait différents rôles, développement des affaires, direction générale adjointe. Avant ça, tu as été en médias, en vente de médias, en marketing et tout ça, puis tu as trouvé que tu avais du temps libre, fait que tu as commencé un MBA récemment. Ouais. Fait que tu dois être assez occupé, fait que je te remercie de libérer du temps pour venir avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. David, toi, tu as fondé 3 entreprises, donc Crudescence, Rice Kombucha et Loop Mission depuis 2016, je crois. Exactement. Ah, j'ai bien fait Tu fais bien tes devoirs. J'ai bien mes devoirs. C'est des projets, en fait, qui sont assez bien connus pour l'ensemble. Tu as aussi écrit des livres, chose que les gens savent peut-être un petit peu moins. 7, si je me trompe pas. 7 livres. Wow! Fait que toi aussi, tu dois être assez occupé, en plus de siéger au Dragon. En plus. Et si j'ai bien compris, tu fais aussi de l'acro-yoga. Fait qu'on va te demander une petite démonstration. Je suis un peu moins flexible qu'avant. J'ai enseigné ça pendant un bout. Mais Pour là, je te dirais que j'aurais de la misère à faire voler quelqu'un sur mes jambes encore. Ah, OK. Bon, on l'essaiera pas. On l'essaie. Non, on l'essaie. On l'essaie. En fait, c'est pour ça qu'Isabelle est ici. Elle ne sait pas, mais c'est pour ça. On va faire de l'acro-yoga dans 5 minutes. Je suis prêt. OK, c'est bon. Non, mais avant de faire de l'acro-yoga, on va se réchauffer un petit peu. Isabelle, Aliments du Québec, 2 marques de certification. Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, 26 ans à peu près. Oui. Parle-moi-en un peu plus. Explique-moi la différence entre les marques. Où est-ce que vous en êtes en termes de progression pour l'organisation? Progression, mais depuis 2 ans, on a connu une grande croissance chez Aliments du Québec. On est passé premièrement de 8 employés à 26. Ah. On est passé de 1200 entreprises à peu près à 1700 entreprises. Même chose au niveau des produits. On est rendu à 26 000 produits vérifiés. La différence entre nos 2 marques de certification Aliments du Québec, c'est un aliment qui est composé à 85 d'ingrédients québécois ou plus. Donc, c'est des aliments qui sont peu ou pas transformés. Aliments préparés au Québec, c'est qu'est-ce qui est 85 d'ingrédients québécois ou moins. Donc, ça peut être du café, du chocolat, ça peut être des confitures. Tous les produits transformés, il y a beaucoup de valeur ajoutée, il y a de l'innovation, on développe des savoir-faire et tout ça. Puis on a décidé de se compliquer la vie, nous, avec Aliments préparés au Québec. Quand il y a des intrants qui sont disponibles au Québec pour la transformation, commercialement disponibles au Québec, on exige que ce soit utilisé. Comme si, par exemple, une entreprise fait un produit à la canneberge, il doit s'approvisionner de la canneberge du Québec parce qu'on en a en quantité suffisante pour la transformation. Ça fait en sorte là, qu'on se casse la tête, mais qu'on vient apporter un incitatif aux entreprises de transformation d'utiliser les ressources qu'on a au Québec. Pour nous, c'est hyper important. Okay. Donc, on a ces 2 marques-là. On a les déclinaisons bio aussi. Donc, c'est pas nous qui dit que le produit est biologique. On travaille avec le CART-TV, ceux qui nous confirment que le produit est biologique, mais c'est comme un peu 2 repères en un pour dire qu'à la fois, le produit, il est du Québec et il est bio. Mais là, avez-vous des audits, genre? Parce que là, pour demander aux manufacturiers de prendre un aliment du Québec pour transformer, il faut checker s'il le fait. On fait des vérifications, on demande des pièces justificatives. Quand un transformateur fait vérifier un produit, puis par exemple, il nous dit qu'il utilise la canneberge, on peut demander une facture, une entente fournisseur. On fait aussi des vérifications d'entreprise. On peut aussi faire des vérifications, soit documentaires ou en entreprise. Mais oui, il y a des pièces justificatives qui sont demandées pour pouvoir confirmer. Nous, on doit pouvoir confirmer que le produit répond à nos critères puis qu'on a pu valider l'information. Et aussi, l'entreprise signe une licence de marque qui l'engage à donner la bonne information, qui la responsabilise à donner la bonne information aussi, puis qui nous donne le droit d'aller vérifier l'information.
Donc, c'est assez La notion rigoureux. la notion de quantité suffisante, là, vous avez une liste des aliments qui sont disponibles en quantité suffisante au Québec? On est en train de transformer cette façon de faire-là. C'est très difficile d'avoir une liste à jour de quantité suffisante. Ça peut dépendre de plein de choses, la météo, ça peut dépendre de qu'est-ce qui est commercialement disponible. Mais tout ça pour dire que la notion de quantité suffisante est très difficile à valider. On doit travailler avec l'industrie, avec les fédérations, avec les producteurs, avec les transformateurs pour avoir l'information. Donc, on est en train de revoir cette façon de faire-là, qui sera peut-être de déterminer plus un seuil minimal d'approvisionnement pour des ingrédients précis qu'on a de disponibles au Québec. Puis, il faut savoir que si c'est disponible au Québec, c'est cultivé, produit au Québec, ça ne veut pas dire que c'est disponible commercialement. T'sais, des fois, c'est pas disponible commercialement. Des fois, il y a des gros joueurs qui vont produire et transformer. Donc, dans ce temps-là, c'est difficile pour les petits joueurs d'aller s'approvisionner de ce qui a été produit. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de complexité. Mais on veut s'assurer que qu'est-ce qui est commercialement disponible, il y a un seuil d'approvisionnement minimum qu'on peut penser, mettons, la canneberge, le sirop d'érable, la pomme de terre, la pomme fraîche. On a plein de produits au Québec que ça ne fait pas de sens qu'on aille s'approvisionner de l'extérieur, même si c'est pour une question de coût. Nous, c'est pas ça qu'on va regarder. On va vraiment regarder, bien, y en a-tu ici qui est disponible, puis on va l'exiger. Mais c'est pas facile. On se complexifie la vie beaucoup avec ça. Puis, y a-tu beaucoup de demandes que vous refusez à cause de ça, des entreprises? Oui. Ouais. Oui, OK. effectivement, mais souvent, on va diriger vers une entreprise qui peut les fournir. Ah ouais. Il y a eu des belles histoires aussi qui se sont faites comme ça, là, de dire, ben non, tu passes pas, mais voici une liste de producteurs qui peuvent te fournir. Puis ça fait des matchs, ça fait des ententes qui sont conclues. Fait que pour nous, c'est hyper important de le faire de cette façon-là. Là. Wow. Puis là, 26 ans, je vais-tu te tromper que c'est 26 ans? 26 ou 27, là, je pense, cette année, en 96. Donc, je pense que ça fait 27. 27, oui. Ouais. 96, 27, 2023, Ouais. c'est bon. Fait que combien d'employés? 25, t'as dit? 26, là. 26. Oui. Tout est 26, 27. Tout est 26, 26 000 produits. Ouais. C'est comme des C'est ça. chiffres parfaits, mais oui, on est rendu C'est 26. beaucoup, 26 000 produits. Oui. C'est vraiment énorme. Ouais. Ben, félicitations. Bien, merci. Qu'est-ce que c'est? Merci. David, parle-nous un peu de l'autre mission. Oui. Fait qu'en fait, je vais revenir plus que ça. Fait que là, ta première entreprise, ça a été Crudescence. Exact. OK. Explique-moi la naissance de Crudescence. J'ai parti Crudescence avec une glacière puis un bicycle OK. que j'ai acheté sur Craigslist à 20$. La glacière m'a coûté plus cher que le vélo. Ouais. Puis j'ai commencé ça mon appartement. J'avais pas d'argent. Fait que j'ai commencé en faisant la livraison. Je faisais des boules d'énergie et de dattes et de graines de tournesol. Puis des rouleaux, des sushis, genre en rouleau, Ouais. au tournesol germé et curry. Hein? Très bonne mémoire. C'est ça que je faisais. Tu nous en as pas c'était mes deux apporté? affaires. Non, je ne sais pas de ça. C'était santé big time. Là. Puis je faisais des boîtes à lunch. Tout était cru, vegan, bio à 100%. Là. Ça peut pas être plus grano que ça. Puis j'ai commencé à livrer ça. Je faisais du porte-à-porte. Fait que j'ai rentré dans les commerces, des tours à bureau, puis tout ça. Puis j'ai rentré, puis je disais, oui, un lunch cru, santé exceptionnel. Le monde me disait souvent non. Et des fois, le monde me disait oui. Puis j'en ai vendu comme ça. Puis j'ai commencé à donner des cours de cuisine. Puis mon coloc faisait du kombucha. Fait que puis c'est de même que Rice Kombucha est né. J'ai rapidement commencé à mettre du kombucha dans mes pots maçons que je livrais avec mon vélo aussi. Fait que Crudescence puis Rice Kombucha est pas mal né en même temps. C'est juste que ça s'appelait Crudescence Kombucha pendant des années, en fait. OK. Puis éventuellement, j'ai séparé les deux entités, puis c'est devenu Rice Kombucha d'un côté, puis Crudescence. Puis Rice Kombucha, c'était pas mal le précurseur, le kombucha. C'était pas mal la première marque au On Québec. était hein. les seuls à faire du kombucha au Québec. Il y en a J'ai plusieurs, défriché le mot, là, personne ne savait c'est quoi du kombucha. Là. Le monde disait kombucha, kombucha, crumbucha, c'est quoi cette affaire-là? Mais fait que puis j'ai eu le marché à moi tout seul pendant facile 6 ans. Là, Ah et ouais. j'étais le seul à vendre du kombucha. C'est spécial. Ben, c'était parfait. Oui. C'était Ben, génial. c'était parfait, mais c'est long quand même, 6 ans Ouais. d'exclusivité Ouais. dans un Ben, marché. il y a eu un 3 ans et demi là-dedans que on vendait juste dans les petites boutiques d'aliments naturels, puis Ouais. nos bouteilles explosaient sa tablette. Là, tu sais, il y avait de la R&D pas mal à faire. Là. Puis, mais j'ai eu le marché pour développer, puis aussi faire connaître c'était quoi. Puis on donnait beaucoup de cours de cuisine à Crudescence, fait que c'est dans les cours de cuisine puis dans nos restaurants qu'on éduquait les gens. On a quand même 4000 étudiants par année qui donnent nos cours. Fait que tout ça a fait en sorte qu'on a démocratisé le produit un peu. Puis c'est comme ça que le Québec maintenant est le territoire qui a le plus de compagnies de kombucha par capita. Là. C'est comme dans toute la planète. Là. C'est ici qu'il y a le plus de compagnies de kombucha qu'il y a pas. Parce qu'on a inspiré plein de monde à le faire. C'est ça, parce qu'il y a eu plus de développement, probablement. Exact. Oui, puis on a inspiré le monde à le faire. Puis on a enseigné aux gens comment le faire.
On faisait du kombucha, mais on enseignait aux gens comment faire le kombucha aussi. OK. On a toujours expliqué aux gens comment c'était pas compliqué à faire, en fait. Fait que tu créais de la compétition à ton Tout le temps. Mais on est aussi l'endroit qui a le plus de compagnies en start-up d'économie circulaire dans le monde aussi. T'sais, fait que quand je parle des projets, on dirait que j'aime ça en parler. Fait que ça fait que les gens disent, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qui était à la base? Y avait-tu un besoin ou c'était toi qui as juste cliqué sur l'alimentation crue puis l'alimentation vivante? J'étais un peu un explorateur. Je voyageais depuis des années et des années, puis je cherchais une façon de carburer avec le plus d'énergie possible. Je faisais beaucoup de randonnées, des longues randonnées. Je partais des 3-4 mois en marche en forêt, en survie. Puis je voulais avoir une alimentation saine pour me donner de l'énergie, en fait. Puis c'est comme ça que j'ai fait plein de tests. J'ai été tout. J'étais végétalien, j'étais végétarien, j'ai mangé juste de la viande pendant un bout de temps, j'ai jeûné dans une grotte pendant un bout de temps, j'étais frugivore, je mangeais juste des fruits. J'ai tout fait. Ça a été quoi le meilleur J'ai tout des régimes? testé. Honnêtement, quand j'étais jeune, puis je les ai tous testés, celui que je me sentais le mieux, c'était crudivore. C'est que je mangeais cru, vegan, sans produits laitiers, sans produits animaux. Mais vraiment, le top de ça, c'est quand j'habitais à Hawaï. Tu sais, j'habitais à Hawaï. J'habitais sur une île tropicale que tout pousse, que tout est tellement frais, tu as du soleil tous les jours. Je mangeais cru ici, puis je voyais bien que ça marchait pas. Là. Ça marchait moins. Là. Au Québec, tu n'as pas envie de manger de même. C'est pas du tout en harmonie avec ton environnement. En fait, puis j'ai arrêté cette philosophie-là. J'en ai beaucoup de cours là-dessus. Puis on a parti un gros mouvement. Là. C'était un mouvement, le crudivorisme. C'était gros quand même à ce moment-là. Puis je voyais mes étudiants qui étaient en train de devenir un peu cinglés. Comme ils étaient comme, moi, j'étais 95 %, j'ai encore de la misère à devenir 100 %. Puis là, il y avait comme de l'orthorexie à fond là-dedans. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas partout. Là. Puis là, j'étais comme, OK, non, ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Ça crée un monstre. Non, vraiment. Fait que là, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à dire au monde que je mangeais de la viande dans mes cours, même si c'était pas vrai que j'en mangeais pour l'instant. Puis j'en mange, mais parce que je voulais que les gens se calment. Là. J'étais comme, OK, non, ça va faire. Là, faut pas vivre pour manger, il faut manger pour vivre. Là, fait que là, ça devenait comme ça devenait un peu une philosophie de vie qui prenait tellement de place dans la vie des gens que c'était too much, en fait. Puis là, ces deux entreprises-là font-elles encore partie de ta vie? Rice Kombucha et quand j'ai rencontré Julie et on a décidé de partir Loop, en fait, j'ai eu un appel téléphonique de quelqu'un qui m'a dit que j'étais 16 à 20 tonnes de fruits et légumes par jour. Puis ça a été le déclic. J'ai capoté, en fait. Puis j'étais allé visiter à Courchaine-la-Rose dans son entreprise, puis il m'a montré ce qu'il jetait, puis là, j'étais comme, OK, faut faire quelque chose. 16 tonnes, c'est... Par jour. Chaque jour. Encore aujourd'hui. À figurer, c'est quoi une tonne? Dis-toi, une palette de fruits et légumes, là. Ouais. Une palette, là, remplie, là, c'est même pas encore une tonne. C'est comme à peu près 1500 livres. Fait qu'une vingtaine de palettes comme il faut. 20-25 palettes par jour, exactement. De fruits bien beaux, bien corrects, tout à fait corrects. Il n'y a pas d'un critère. C'est même pas les critères. Non. C'est même pas qu'ils sont trop beaux, trop gros, trop petits ou pas beaux. C'est même pas qu'ils sont moches, c'est qu'ils sont victimes de la spéculation. C'est-à-dire qu'ils sont en surplus, puis on ne sait pas combien on va en vendre, donc on en commande une certaine quantité, puis il y a toujours... il commence à mûrir dans l'entrepôt. Puis quand un fruit est mûr dans un entrepôt de distribution, un grossiste qui vend aux bannières, il est trop tard. La bannière ne va pas acheter ça, là. Une bannière ne peut pas acheter des mangues mûres qui sont prêtes à manger aujourd'hui, puis demain, puis après-demain, puis l'amener dans leur entrepôt. Mettons, Sobeys, qui est un entrepôt à Boucherville, qui redistribue toutes les IGA, s'ils achètent des mangues mûres ou des raisins que la tige commence à sécher ou des tomates trop rouges, mais l'épicier qui vont l'envoyer après, il va dire « ramène ça chez vous ». Fait qu'il y a un cycle de distribution qui prend du temps. Fait que ces fruits et légumes-là sont rejetés quand ils sont mûrs dans l'entrepôt, en fait. Puis je suis revenu à Crudescence, dans mon loft dans le Myland. On avait 120 employés. Puis j'ai dit « gang, on vend ». Il faut que je fasse quelque chose. J'ai un projet trop important. Il faut qu'on vende. J'ai dit à tous mes actionnaires que je vendais. J'ai dit « guys, il faut qu'on vende ». Puis on a cherché un président pour gérer la business, pour que juste moi parte. On n'a pas trouvé personne pour gérer cette business-là, parce que c'était quand même une entreprise complexe. Là. On avait 9 adresses, des franchises, des cours de cuisine, du prêt-à-manger des épiceries, toute une cuisine centrale. On déshydratait nous-mêmes, on germait nous-mêmes. C'était une science. Là. Je tape sur la table, j'ai arrêté de taper sur la table. Le gars de son va être fâché. Puis on n'a pas trouvé personne pour me remplacer, fait qu'on a vendu l'entreprise. Puis 3 mois plus tard, elle était vendue. Puis j'ai vendu des actions de Rise aussi. Pour avoir un peu d'argent pour partir mon nouveau projet. Explique-moi Loop maintenant, parce que Loop, c'est pas un produit, c'est un projet qui est plus grand que ça, qui parle justement de ton fameux appel téléphonique. Fait explique-moi. Loop. Si je veux répondre plus rapidement là, que mes anciennes réponses, le Loop, là, c'est un projet d'économie circulaire qui vise à réduire le gaspillage alimentaire globalement, puis d'en faire des produits qu'on remet sur les tablettes d'épicerie.
carrément. Fait qu'on prend des produits qui seraient destinés au site d'enfouissement, on les diverge, puis on les transforme, puis on les remet sur la tablette d'épicerie. Dans un produit premium. Premium. Fait que premium, tu veux dire plus haut de gamme? Premium dans le sens que c'est pas un jus à 99 cents le litre, c'est pas du Oasis ou du Tropicana, c'est un jus pressé à froid qui est 100% du fruit et légumes pressé, puis c'est des ingrédients que tu n'aurais pas accès dans un jus non conventionnel. Il n'y a personne qui peut mettre de la clémentine puis de la fraise pressée à froid dans un jus, ça coûte ben trop cher. Mais nous, on le fait parce qu'on a accès à de la matière première qui est rejetée. Fait qu'on a des ingrédients que aucune compagnie de pressé, même les compagnies de jus pressé à froid ne peuvent pas se permettre, en fait. Ça, c'est le gros avantage de notre produit, en fait, c'est qu'on personne ne peut copier notre produit. Mais, parce que là, tu as parlé de jus, parce qu'effectivement, je pense que c'était le premier produit, là, exact. Alcool, savon. Le jus est quand même encore le core, là, c'est quand même, c'est comme, on a une usine de jus, puis c'est ça qu'on transforme puis qu'on embouteille, mais on a aussi lancé un gin fait avec les patates de Yum Yum, les retailles de patates, parce que quand ils font des chips, les patates de ses côtés, ils sont rejetées aussi. Fait qu'on fait de l'alcool avec la patate, puis on rajoute de la lime puis du gingembre en jus aussi. On est le seul gin qui met du vrai jus dans son gin. D'habitude, c'est des huiles essentielles ou plus des arômes, en fait. Fait qu'on a lancé un gin comme ça. On a fait de la bière faite avec du pain perdu, des boulangeries. Parce qu'il y a beaucoup de pain qui se jettent au Québec, hein. C'est partout dans le monde, là, mais c'est fou. C'est une trentaine de truckloads par semaine de pain qui se jettent, à peu près, juste au Québec. C'est quand même fou, non? Puis c'est 750 000 miches de pain par jour au Canada qui se jettent à tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est des ventes garanties en épicerie. Exact. Le pain est en vente garantie. Fait que quand il reste 3 jours sa durée de vie, le boulanger est encore bien bon. Le boulanger le reprend puis il le remplace par un pain frais et moelleux. Ah ouais, hein? Fait qu'on on aime ça moelleux. On est à la base de notre propre surconsommation. Exact. OK. Fait qu'on a fait de la bière avec du pain comme ça, puis on a fait des savons avec de l'huile rejetée. On a fait des biscuits avec de la drèche de bière et de la pulpe de nos propres jus. On vend aussi notre pulpe à une compagnie qui fait des gâteries pour chiens. C'est un peu ça qu'on fait. Tu es vraiment dans l'économie. Je suis vraiment dans cette patente-là. Puis eux autres, ils vendent ça après à d'autres mondes. Ben oui, c'est ça l'idée. Mais c'est ça qui est hot, l'économie circulaire, c'est que c'est du gros bon sens. Tout le monde gagne, là. On n'est pas une OSBL qui dépend des subventions puis de dons, là. Non, on est une incorporation qui veut prouver au monde corporatif que c'est possible de faire des profits en achetant les déchets des autres. Mais t'as-tu, tu sais, parce que vu que tu prends une matière première qui est, en voie d'être plus bonne, là, je sais pas comment le dire, là, ça peut-tu altérer le goût des produits? Bien, notre goût est altéré, pas à cause de ça, mais plus parce qu'on a des produits qui sont jamais pareils. Ah oui. Parce qu'en fait, on est certifié SQF. C'est sûr qu'on sait c'est quoi ici. C'est un haut standard de salubrité et de qualité. On n'a pas le choix, on vend dans les grosses bannières, on vend chez Costco. Là. On n'a pas le choix d'avoir les mains. On est soumis aux mêmes règles alimentaires que n'importe quel transformateur alimentaire pour pouvoir vendre en gros puis à tout le monde, en fait. Mais nos fruits et légumes ne sont jamais pareils, par contre. T'sais, quand tu as un directeur qualité ou un directeur R&D dans une usine, souvent, ils veulent avoir un intrant qui est toujours pareil. Si je fais des bartendes, je veux que mes pépites de chocolat viennent toujours dans la même place, qui ont toujours le même niveau de sucre à l'intérieur, le même brix, puis je veux que mon avoine soit toujours pareil, puis que mon nectar d'agave ou mon sucre soit toujours pareil, parce que sinon ma barre va être différente. T'sais. Mais nous, on a des pommes, puis des clémentines, puis des poivrons jaunes, puis des ananas qui vont jamais être pareils. Parce qu'ils viennent pas de la même provenance, ils viennent pas... Il y a peut-être plus cette année-là, il y a peut-être pas plus, la saison était bonne, la saison était moins bonne. Le brix est beaucoup plus élevé, des fois le pH est vraiment plus bas, ça change tout le temps. Fait que notre jus, d'une semaine à l'autre, si tu l'achètes sur la tablette, il goûtera pas pareil. Mais j'imagine que c'est meilleur en plus, vu que les produits sont mûrs. Il y a plus de bien meilleur. Qui se ça n'a rien à voir. Mais oui, le brix est plus élevé en général, parce qu'on prend des produits mûrs. Fait que c'est bien meilleur, c'est clair. Le consommateur, il est toujours au rendez-vous, même si son produit n'est pas nécessairement pareil. Oui, pour nous, c'est un gage de qualité. Il a fallu qu'on éduque le consommateur. On a des consommateurs qui sont comme non, wow, là, il est trop différent, là, ça marche pas. Mais on a quand même un delta qu'on respecte. Là, ça peut pas être comme complètement off non plus. On a quand même une valeur nutritive à respecter de toute façon. Fait que le niveau de sucre, il est pas mal tout le temps obligé d'être pas mal le même. Mais le pH va changer un peu. Des fois, la clémentine ressort vraiment. Des fois, elle ressort moins, elle goûte plus l'eau. Fait que c'est la fraise qui va ressortir dans notre Morning Glory, notre meilleur vendeur. Des fois, la fraise sort plus. Quand on prend les fraises du Québec, c'est malade. Quand on reçoit des vannes de clamshell en plastique de fraises de Watsonville, en Californie, ils goûtent moins bonnes. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, notre usine vient juste d'être construite, ce qui fait qu'on commence à avoir
le temps puis l'espace pour commencer à faire des mélanges puis dire, OK, cette fraise-là, on sait qu'elle est meilleure dans la bière. OK, cette clémentine-là, on va la garder pour notre Morning Glory. Puis le King of the Hill va avoir celle qui est moins sucrée parce qu'il y a de la carotte dedans. Tu sais, mais on ne faisait pas ça avant. On n'avait pas le temps de penser à ça pantoute. Ton offre, est-ce que l'offre des produits disponibles, elle change justement selon l'approvisionnement qui rentre ou c'est assez stable? On a toujours voulu faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on refuse. Tu sais, il y a la saison des pêches, là, je peux pas prendre ça, moi, des pêches, parce que c'est tellement, tellement petit, puis on sait jamais à chaque année. Il y a un petit peu moins de pertes dans les pêches, mais ça reste des grosses pertes. Oui. Mais il y en a moins pour que je puisse dire, OK, je vais faire un produit annuel avec ça. Ça fait qu'on regarde beaucoup les produits saisonniers qu'on pourrait faire, puis l'idée, c'est de les vendre en ligne. Mais pour vendre des produits saisonniers en ligne, c'est que je veux pas en faire 100 litres. Il faut que tu le fasses. Moi, je suis pas quelqu'un qui transige des quelques petites caisses à gauche, à droite. Je suis quelqu'un que les gens appellent. Je veux être une solution à des gros problèmes. Fait quand un épicier m'appelle pour me dire « Hey, j'ai des petites caisses de pommes, j'ai 3-4 pommes », puis je suis comme « Non. » Il y a d'autres mondes pour ça. Il y a des OSBL qui ramassent ça, il y a des food banks qui peuvent faire ça, etc. Nous, on veut que quelqu'un m'appelle et qu'il dise « Hey, j'ai une vanne de carottes, je suis pogné avec, puis ça vaut 15 000 $. Je peux-tu faire quelque chose avec ça? » Là, on l'achète. Fait que c'est ça qu'on veut, de l'impact, en fait. Puis ce besoin d'impact-là, on le veut sur toute la chaîne. On ne veut pas faire des produits de greenwashing, etc. Ce qui fait que il nous faut vraiment du volume en ligne avant de pouvoir faire ce projet-là. Parce que là, si je fais des produits éphémères, je vais en vendre 300 bouteilles, parce que les ventes en ligne, pour nous, c'est comme 1% de notre business. Mais là, j'ai quelqu'un qui est dans l'équipe, par contre, qui s'en vient, puis qui a fait monter ça. Ah, c'est bon, ça. Fait que notre but, c'est d'avoir des produits éphémères comme ça qui vont être saisonniers, qu'on va vendre en ligne. Fait que là, tu as parlé de prix tantôt sur ton jus. Est-ce que c'est pas mal tout le temps le même principe? C'est-à-dire que peu importe la catégorie de produit, tu es dans un prix qui est pas nécessaire, qui est un peu plus élevé, dans le fond, que le prix, c'est tout le temps comme ça? On est vraiment dans un price point premium. On est toujours le moins cher de la catégorie premium. C'est comme ça qu'il faut qu'on se place. Même si ça peut occasionner qu'on fait des plus petites marges que les autres, on n'a pas le choix, parce que dans la tête du consommateur, c'est un produit recyclé. Donc, dans la tête du consommateur, on ne paye pas notre matière première. Ce qui est faux. On l'achète, notre matière première, mais c'est vrai qu'elle nous coûte moins cher. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, exactement. J'ai énormément de main-d'œuvre. La raison que je ne peux pas faire un jet de 2 $, c'est que j'ai des tonnes d'employés qui trient à la main. On est le seul manufacturier alimentaire en Amérique du Nord, probablement au monde, qui transforme des fruits et légumes destinés aux tablettes d'épicerie. Fait que je suis le seul qui ouvre des barquettes de fraises. Je suis le seul qui ouvre des barquettes de bleuets à coup de vanne. J'en reçois une vanne de bleuets en barquette. Je ne sais pas si vous voyez la quantité de barquettes que ça donne. Là. J'ai ta palette en tête. Ça en a pas mal. Après, on est les seuls qui ouvrent des sacs de clémentine en fishnet. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. C'est ce qu'on fait. T'sais. Fait que ça, cette main-d'œuvre-là nous amène un cost vraiment élevé, en fait. Fait que je vais parler de coût un peu avec toi, Isabelle. Tu sais, je sais que dans la dernière année, même les 2 dernières années, vous avez même sorti une étude avec l'Université d'Annecy pour justement démontrer qu'acheter local, c'est pas nécessairement plus cher. Fait que tu m'en parles un peu de cette démarche-là? Oui, mais en fait, nous, on essaie de démontrer aux consommateurs que, tu sais, il y a toujours le mythe qui perdure, le produit québécois, il est plus cher. Bon, là, il est dans le cas de David parce que c'est vraiment un produit haut de gamme, puis, tu sais, il y a de la main-d'œuvre derrière et tout, mais on veut démontrer la variété des produits québécois, que c'est pas juste justement un petit foie gras ou un petit cidre de glace, c'est dans les produits de consommation de tous les jours, dans toutes les allées de l'épicerie. Donc, on travaille là-dessus, ça fait plusieurs années. Puis, on voulait aller un peu plus loin, puis faire vraiment une épicerie régulière là, avec des produits là, qu'on achète à toutes les épiceries. Donc, on l'a fait avec Dr Charles Bas de l'Université d'Alousie. On l'a fait la première année, c'était en janvier 2021, puis on l'a reconduit à l'automne 2022. On voulait avoir 2 saisons pour pouvoir comparer. Puis, on comparait un produit Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, comparé avec au moins 1 à 10 produits de l'extérieur pour vraiment avoir une bonne comparaison. Puis, la première étude, on était à peu près à 70 % des produits, des catégories de produits que c'était soit moins cher ou neutre. L'effet sur le prix. D'acheter québécois, non? D'acheter québécois. Okay. C'est une photo dans le temps, ça a été fait pendant une semaine en janvier. Tu refais l'étude, la semaine d'après, tu as peut-être des variations, là, mais c'est vraiment une photo dans le temps qui avait été faite à ce moment-là. Quand on le refait à l'automne 2022, on était environ à 55 %. Il y a eu une baisse. Ah ouais. Par contre, c'est quand même une bonne baisse, par exemple. Il y a eu une bonne baisse, mais tu sais, il y a eu l'inflation. Beaucoup de choses s'est passé. Il y a eu la pandémie. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui s'est passées pendant ces années-là. Encore une fois, puis c'était aussi toute la récolte des fruits et légumes. Il y avait, tu sais, pendant les saisons, des fois, c'était un petit peu plus compliqué aussi avec les météos et tout ça.
Par contre, quand on pense aux chiffres, c'est quand même intéressant. C'est quand même plus de 50 du temps, tu peux prendre un produit québécois qui va être moins cher ou égal à un produit de l'extérieur. Fait que ce qu'on voulait, nous, c'était marquer les esprits des consommateurs pour qu'ils fassent cet effort-là, des fois, en arrivant en épicerie. C'est sûr qu'on veut faciliter le geste d'achat aussi. On travaille avec les bannières pour bien identifier les produits en lieu de vente et tout ça. C'est identifié dans les circulaires, qu'est-ce qui est en promotion dans le produit québécois, ça fonctionne très bien. Mais on voulait justement marquer les esprits, attirer l'attention sur le fait que c'est possible, pas toujours. Il y a des produits qui sont plus chers parce qu'on a des normes de qualité très élevées. Il faut comparer des pommes avec des pommes aussi. Mais il y a une possibilité d'acheter québécois sans se ruiner, tu sais. Mais c'est quand même fou, là. C'est quand même malade le travail que vous avez fait parce que, je veux dire, il n'y avait rien du Québec il y a 25 ans, là. On va se le dire. Il y en avait un peu, il y en avait dans les fruits et légumes. Okay. Rien ou rien d'identifié? Rien Non, d'identifié. il n'y avait vraiment pas grand-chose. Quand tu allais dans une épicerie au Québec il y a 25 ans, la plupart des produits, là, c'était 4 grandes compagnies qui les possédaient. Là. Ouais. C'est pas mal ça. Là. Sauf dans les fruits et légumes, puis dans certaines sections. Même les fromages, on n'en avait pas tant là, non plus. Là. Fait que penser au chemin qu'on a fait en si peu de temps. Là, maintenant, tu vas à l'épicerie, c'est... Je sais pas c'est quoi le pourcentage jusqu'à l'épicerie maintenant qui est Québec. On a-tu ce chef-là? On sait-tu il y a combien? C'est difficile à dire. Ça doit être quand même pas mal élevé maintenant. Oui, c'est difficile à dire. Avec les chiffres de l'autonomie alimentaire, qui est à peu près 52 environ, qu'on est rendu aux 54 je pense. Autour de ça. On pourrait penser aussi que chez les détaillants, c'est peut-être ça, mais je ne pourrais pas dire Mais c'est malade. le pourcentage. 50 de l'épicerie aujourd'hui est fait d'ici, c'est extraordinaire comparé à où est-ce qu'on était avant, du moins. Oui. Puis il faut être là pour les identifier, il faut être là pour faire... Tu sais, nous, c'est ça notre mission, faire connaître les marques québécoises aux consommateurs. Tu sais, c'est hyper important, là. Mais comment ça cohabite? Parce que, tu sais, il y a Aliments du Québec qui est super connu. Il y a aussi Bœuf Québec, Veau du Québec, Porc du Québec, je pense. Comment vous cohabitez ensemble avec ces... On travaille maintenant, on a un volet rassembleur chez Aliments du Québec. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec les fédérations, les associations pour venir vraiment bonifier les campagnes, diriger vers le logo pour maximiser l'impact de tout ce qui se fait, justement. Les gens on ne peut pas empêcher les gens d'avoir une marque, de mettre de l'avant leur marque. Si on les budgets marketing derrière, pourquoi pas. Mais c'est sûr que de toujours diriger vers le logo qui est connu par 8 consommateurs sur 10, qui est crédible, qui a un processus derrière, je pense que c'est gagnant pour tout le monde, puis les fédérations, puis les associations, ils comprennent bien, tu sais. Donc souvent, maintenant, on va vraiment le travailler ensemble. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire, tu sais, de l'investissement de la part du gouvernement pour promouvoir ces marques-là. On est présent à chaque année en grande campagne nationale. On est présent au quotidien aussi avec les réseaux sociaux, tu sais, vraiment tout au long de l'année. Donc, je pense que c'est important de l'utiliser. Mais il y a des identifiants régionaux aussi, tu sais, qui va plus délimiter justement les saveurs régionales. Et il y a des régions qui sont fortes aussi au niveau de la perception des consommateurs, donc ils veulent le mettre de l'avant. Mais je pense qu'il faut travailler quand même ensemble pour maximiser les impacts. C'est ensemble qu'on est plus fort, mais je pense que tout le monde est pour ça. Il y a vraiment une belle synergie qui s'est créée dans l'industrie, autant au niveau des transformateurs, des producteurs, des tables de concertation régionales, des différentes marques pour les produits du Québec. Tu sais, on travaille vraiment très, très bien ensemble depuis quelques années. Là, beaucoup plus de synergie qui se voit dans les projets. On les voit vraiment beaucoup là, chez les détaillants. Puis, dans le fond, les produits Loop sont aliments du Québec, probablement, parce que la matière première... On est aliments du Québec. On ne met pas le logo, nous. Non, pourquoi? On ne met pas le logo parce qu'on vend plus à l'extérieur du Québec qu'au Québec. OK. Puis, c'est un logo qui est vraiment pas connu à l'extérieur du Québec, évidemment. Puis à l'extérieur du Québec, quand on dit qu'on est fait au Québec, ils sont comme un peu comme « ils nous boudent un peu ». Mais c'est-tu perçu ou c'est vraiment vrai, selon toi? C'est vraiment vrai. Ah oui? Oui, c'est vraiment vrai. Parce que nous, on a fait une petite étude, un petit omnibus. Dis-nous. Dis-moi l'étude. C'est une étude, là. OK. T'en as fait? Oui, on a fait. Ça, c'est mon équipe de vente qui me dit que sur le plancher, le monde est réceptif pas ça. Moi, je vais te dire ce que j'ai fait, puis tu diras ce que tu as fait après. Nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre logo produit du Québec, on en a 3 aussi. On a pris celui, fabriqué au Canada, puis on a demandé dans un panel Canada-anglais, c'est quoi l'impact sur ton achat, positif, neutre ou négatif? Puis quand on combine positif et neutre, c'est vraiment égal. Feuille d'érable puis fleur de lys. C'est sûr que tu as un petit peu plus de positif que de neutre sur la feuille d'érable versus le Québec. Puis on a fait la même chose, même question, panel américain. On est allé aux États-Unis, même question. C'est la même affaire.
Fait que, tu sais, t'es vraiment dans une... Fait que là, tu sais, c'est un sondage. C'est sûr que t'es pas devant ta tablette en train de Aux l'acheter. États-Unis, c'est la même affaire. Oui, mais c'est pas exactement pareil sur le positif puis le neutre, mais les deux sont comparables encore. Fait que je me demande si on n'est pas dans des croyances que c'est encore ça. Je te demande la question. Il n'y avait pas de négatif. Il y en a du négatif, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu combines positif et neutre, t'es égal, les deux. Fait que ton négatif, il est à peu près pareil, là, des deux côtés. Nous, c'était négligeable. Nous, c'était juste Canada, par contre. Puis on testait justement les deux logos, comment ils étaient perçus. Au Québec, c'était très fort. Puis à l'extérieur du Québec, il y avait des provinces que c'était neutre. Il y avait des provinces qui avaient un petit pourcentage que c'était intéressant pour eux. Puis il y en avait d'autres que, tu sais, comme l'Ontario, ben c'était négligeable. C'était peut-être 2 que ça... C'était négatif. Oui, ben tu sais, peut-être que ça faisait réfléchir sur s'ils l'achetaient ou pas, là. Mais c'était neutre. Tu sais, en tout et partout, c'était neutre. Tu devrais convertir et puis le mettre sur ton emballage. Parce qu'au Québec, ça aurait du poids. Peut-être. Puis il y en a de plus en plus qui le mettent. Nous, on le voit dans les entreprises. Au Québec, ça aurait du poids parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ne savent pas qu'on est fait au Québec. Ils n'ont aucune idée parce qu'on a un brand international. Ouais. Fait que les gens n'ont aucune idée. Les gens qui achètent nos produits qui pensent que pendant des années qu'ils l'achètent, que c'est pas fait ici. Vous devriez mettre le logo. On est en train de te convaincre. 45 minutes. Mais les entreprises le mettent même dans leur campagne de pub. On se fait vraiment, tu sais, quand c'est sûr que tu perds rien à le mettre au Québec. Ouais. Absolument rien. Non, tu gagnes. Fait que on va faire un suivi là-dessus dans les prochaines semaines. Et là, tu m'appelleras puis tu me diras combien ça coûte. En fait, c'est Isabelle, moi je fais du don alimentaire. Fait que à moins que tu Ça coûte rien, c'est c'est inclus vrai, je avec suis votre mort. adhésion, c'est Ouais. ça? Bon. Faut juste c'est le réglé. mettre. Je vais le considérer. C'est Je réglé. le considère. Mais comment, tu sais, là, toi, tu vois, tu as un exemple, tu l'as pas mis sur ton emballage pour des raisons d'export et tout ça. Non, mais c'est vraiment un bon sujet, là. Parce que Ouais. c'est une croyance qui est Ouais. basée sur des faits qu'on te dit, mais c'est-tu vraiment vrai? T'sais? Il y a beaucoup d'entreprises qui ne le mettaient pas depuis qu'on a changé l'identité visuelle, que c'est plus la fleur de lys, que c'est comme plus petit aussi. Il y en a qui le mettent en arrière. Il y en a beaucoup qui l'ont ajouté sur leurs produits. Ouais. Crispy C'est pour ça que Kernels, vous l'avez changé? entre autres, ils l'ont... C'est pour ça que vous l'avez changé, le logo? c'est pas pour ça qu'on l'a changé. Il était dû pour être changé. Ça faisait longtemps qu'il avait été créé, le logo. Là, ça faisait au Oui, moins mais 20 tu sais, vous ans. êtes éloigné de la fleur de lys, pareil. Oui, mais ça n'a pas été une considération première. OK. Ça a été un effet, tu sais, c'était plus facile. On voulait vraiment, nous, que ce soit un saut, que ce soit facile à repérer sur les tablettes d'épicerie. OK. La fleur de lys est utilisée à plusieurs sauces aussi. Donc, on voulait s'éloigner de ça pour, ultimement, que ce soit le plus facile à intégrer sur l'emballage. Il y a beaucoup de choses à mettre sur un emballage. Puis, on voulait que ce soit vraiment un repère qui, d'un coup d'œil, allait être facile à comprendre. Oui. Donc, mais en n'ayant pas de fleur de lys, mais il y en a qui ont été plus enclins à le mettre sur leurs produits. Puis qui nous disent n'ont pas eu d'impact du tout sur leur vente ou leur collaboration avec les différentes provinces. Là. Puis c'est intéressant parce que tu as d'autres entreprises qui sont des multinationales, là, qui ont les marques de certification qui sont adhérentes chez vous. Est-ce qu'ils ont le même discours que David? Ils l'utilisent-tu, le logo, sur l'emballage? Il faut savoir, nous, les multinationales, c'est à peu près 2 de nos entreprises. OK. Mais oui, ils l'utilisent. OK. Vraiment, pour eux, c'est un gros avantage de le mettre de l'avant pour justement, j'imagine que c'est pour la perception des consommateurs puis démontrer qu'il a été fait ici, le produit. Donc oui. Ils ont deux chaînes de production, une Québec puis je une... pourrais pas te dire. Non, on ne le sait pas. Bonne question. Moi, J'imagine c'est qu'ils qui, je vais ont... vous le dire. J'imagine qu'ils peuvent certainement se payer 2 types d'emballage, Ouais. là, tu sais, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs entreprises. Ils ne peuvent pas avoir deux types d'emballage, mais peut-être que les multinationales peuvent se permettre d'adapter leur emballage selon le pays. Là. Probablement. Mais en tout cas, nous, on l'entend aussi là, dans l'alimentaire. Tu sais, je ne mettrai pas, j'exporte. C'est pas le seul. Une grosse là. crainte de ça. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un petit sondage, puis qu'on veut, on aimerait ça même, tu sais, aller plus loin, puis même le mesurer avec des entreprises qui veulent le faire, parce que, tu sais, c'est ancré, là. C'est ancré comme croyance. Ouais. C'est ça. Nous, on écrit « Fait au Québec, Made in Canada OK. Ah, OK. Fait que t'écris. Bien, il y en a qui mettent le logo Canada, justement, et Aliments du Québec. Puis il y en a même Gogo Quinoa. Je suis allée à quelques reprises en voyage, puis je l'ai vu dans... J'aime ça visiter des épiceries en voyage. Ouais. Puis il est big and bold sur son pack en avant, puis il est dans plusieurs marchés du monde, là, tu sais. Puis lui, il est très fier de le mettre de l'avant. Il est gros de même. Quand même. Ouais. Mais toi, David, si je me trompe pas,
la mission de Loop, là, en fait, là, qui est vraiment de réduire le gaspillage alimentaire et tout ça, t'agis comme consultant pour des entreprises qui sont des multinationales là, et qui vont te demander un peu conseil là-dessus. Exact. Fait que dans le fond, t'aides des entreprises qui sont peut-être compétiteurs, des compétitrices avec toi à progresser dans le même chemin. Ça se peut-tu? Notre mission, c'est de réduire les gaz à effet de serre. OK. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est d'être une entreprise qui est carbone négatif. C'est-à-dire que notre impact est tellement positif que ça contrebalance tout ce qu'on fait comme transport, etc. Puis, fait que le but, c'est d'inspirer les autres entreprises à le faire. Fait que quand on se fait appeler par un gros qui nous dit « Hey, voici ce que je jette, peux-tu nous aider? » C'est sûr qu'on veut les aider. Je vais toujours regarder qu'est-ce que je peux faire avec eux first, comme est-ce qu'on peut faire un produit Loop avec ça, puis sinon, je vais les aiguiller vers d'autres manufacturiers qui pourraient faire quelque chose avec eux. Puis tu y arrives-tu actuellement à être carbo-négatif? Oui, absolument. OK. Ouais, 100%. Puis Julie, c'est la geek de ça. Puis en fait, on ne le savait pas. Ça fait des années que ça existe, mais nous, on ne savait pas qu'on pouvait être sur le marché du crédit carbone. Mais là, on est en train de faire ça en ce moment. Puis là, on va pouvoir vendre nos crédits carbone, en fait. Fait qu'on va pouvoir être récompensé pour ce qu'on fait depuis des années, que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, en fait. Wow. Là, fait que sur le marché du carbone, les gens vont acheter des tonnages de carbone sauvés par l'eau pour d'autres entreprises. Wow. C'est quand même malade, hein? Puis il y en a, dans le fond, t'es au Dragon, fait que ça, on le sait. Il y en a quand même de plus en plus aussi des produits, pas des produits, mais des projets, qui vont dans l'économie circulaire. Puis Je parlais avec quelqu'un de la CETAC. À chaque année, on participe à la CETAC pour le concours de la CETAC, Transformation alimentaire du Québec. Ouais. Puis j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de participer cette année avec notre nouveau produit, fait que je l'ai pas soumis. Mais j'ai rencontré quelqu'un de l'équipe qui me disait que cette année, tous les projets font de l'économie circulaire. Ils m'ont dit carrément, t'es pas sur le jury, il me semble que t'étais sur le jury, toi, non? Aliments du Québec est sur le jury, mais moi, j'étais sur le jury du prix relève, puis même chose, il y avait beaucoup d'économie circulaire. Elle m'a dit 100% de ce qui se passe là, c'est de l'économie circulaire. Mais c'est extraordinaire, ça. Les dossiers de candidature dans les différents concours alimentaires, c'est capoté de voir à quel point la relève est... Puis, toutes les entreprises, dans le fond, vraiment, il y a une notion d'économie circulaire. Il y a de quoi qui est parti, là. Ouais. Ben, tu peux être fier de l'empreinte que tu as là-dessus. On est super contents. C'est vraiment bon. Puis de maillage entre entreprises, vraiment, là, ils veulent faire affaire ensemble, ils s'entraident. C'est vraiment, extraordinaire. Puis, tu sais, je parle un peu, on a eu la pandémie, of course, qui a amené un certain rayonnement de l'achat local. Là, on est post-pandémie un peu. Comment ça va, la production locale alimentaire au Québec? Est-ce que ça va bien? Est-ce que... Je sais qu'il y a des défis dans tout, là, mais... J'ai pas l'impression... Perso, je dirais à part le breuvage, la bière, le breuvage alcoolisé, là, la bière, le gin, ces affaires-là, ça va pas bien. Dans le sens que... Puis c'est pas parce que ça va pas bien, c'est pas parce que les ventes augmentent pas. Les ventes augmentent dans tout. C'est juste qu'il y a trop d'entreprises qui se lancent là-dedans. Tu sais, il y a 20 ans, là, le kombucha, c'est un bon exemple. Le kombucha, comme je l'ai lancé, j'étais le premier, fait que je suis quand même pas pire, je suis bien installé, j'en vends en masse. Mais les 25 autres qui en vendent, là, ils peuvent pas grandir plus que où est-ce qu'ils sont en ce moment. La tablette est tellement saturée dans le breuvage. C'est vraiment dans le breuvage que ça se fait surtout, là. Cette microbrasserie puis breuvage santé, better for you, un peu, là. Toutes les entreprises en breuvage vendent environ 1 million. Puis ils sont installés là. Puis ils vont être installés là pendant vraiment longtemps. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment innovant ce que tu fais, comme complètement débile, là, puis que tu n'as pas une équipe de feu, puis un fonds de roulement incroyable, puis des investisseurs qui te poussent, puis du marketing de fou. Si t'es pas la licorne, là, tu peux pas vraiment sortir du 1,5 million de ventes. Je sais, là, je suis dragon, puis j'en vois beaucoup des business, je regarde les états financiers, tout le monde est pogné là. Puis les brasseries, c'est ce qui se passe aussi, tout le monde est pogné à un certain niveau, puis tout le monde s'est équipé. Puis tout le monde est pogné avec ça. Puis moi, ce qui me fait capoter, c'est que à chaque année, on se dit le monde va fermer, mais le monde n'a pas encore fermé. Puis je me demande toujours, c'est quand est-ce que les gens... Parce que ça va se passer. Ça n'a pas le choix. C'est impossible que ça se passe pas. Il y a trop de distilleries, il y a trop de brasseries, puis il y a trop de breuvages. Il y en a trop. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y en a un 30-40% qui vont faire « OK, là, je vais faire autre chose ». Mais étrangement, on perdure, ce qui fait qu'on hypothèque le futur un peu en ce moment. Là, parce que c'est dur de faire du profit en alimentaire. C'est pas les marges de la beauté, là. C'est pas comme vendre une crème rajeunissante, là. Ça n'a rien à voir. Du mascara, là, du mascara, ça coûte 5$ à faire, tu peux vendre ça 45$ le petit rouleau, là.
c'est de la grosse marge. Dans le C'est food, ton là, prochain on le sait. projet? Mais j'y pense. Vendre du mascara, guys. C'est Ça payant. n'a pas de bon sens, mais dans le food, pour vrai, c'est la pire industrie. Parce que c'est des marges miniatures. Tu sais, on se fait serrer à gauche par les bannières. Fait que c'est très complexe, en fait. Puis c'est pas juste ça, c'est que c'est aussi, puis c'est ce que j'expliquais tantôt, étant donné qu'il y a 30, 40 ans, l'alimentaire était possédé par juste 5 géants. Ces 5 géants étaient déjà géants. Ce qui fait que leur cost était vraiment bas. Puis des ingrédients de faible qualité en monoculture, ça fait que ton emballage, tout coûte moins cher. Right? Puis là, puis tous les nouveaux manufacturiers, tous les artisans du Québec puis locaux commencent à vouloir produire, puis ils sont comme, mais là, je peux pas être compétitif avec un prix que ce que le consommateur s'attend. Le consommateur s'attend à des prix qu'on avait il y a 25 ans, mais quand tu prends du local, puis c'est incroyable, quand tu dis que c'est 50 pas cher, mais je vous dis tout de suite, le 50 qui est le même prix du Québec, là, ces artisans-là, je vous garantis qu'ils font vraiment moins d'argent que des plus gros. Ça n'a pas le choix. Ils font des plus petites marges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils ne seraient pas sa tablette. En tant que disant, puis je sais, je viens d'avoir une négociation avec une manière là, hier, là, OK? C'est qui? Je ne peux pas vous le dire du tout. OK? Puis, j'y montre presque à livre ouvert mes coques. J'ai dit, check, c'est ça. Moi, il me faut cette marge-là pour sauver. Puis, il me dit, sais-tu quoi? Non. Moi, je peux te donner du volume, c'est ce prix-là que je veux. Je suis comme, je sais, mais même avec ton volume, je suis pas capable. Ils s'en foutent. C'est comme, ils savent qu'il peut se retourner vers quelqu'un, puis il y a toujours quelqu'un qui est prêt à baisser son prix. C'est ça le problème l'alimentaire. On le sait, dans le breuvage, il y en a un en particulier. Il a baissé son prix dans une catégorie que je ne vous dirai pas. Il ne fait pas une scène. Genre, il est à perte. Il va à perte. Il y a des gros investisseurs derrière lui qui le supportent. Mais lui, il fait en sorte que les bailleurs pensent que ce prix-là, c'est possible pour tout le monde. Fait que là, il demande à tout le monde d'avoir ce prix-là. Mais Puis c'est quoi que je qu'il a dis, gagné, c'est que dans l'alimentaire, il y a de la spéculation. Puis tu dis toujours, le volume va m'amener. Fait que si je fais un prix que je sais que je ne fais pas d'argent aujourd'hui, mais que j'ai vraiment du volume, puis ça m'amène une bannière aux États-Unis qui regarde ça en disant, je vais le prendre. Mais là, je peux, avec mon fournisseur ou mon sous-traitant, mon co-packer, mon co-manufacturier, dire, hey, check, j'ai ce volume-là, je vais l'avoir fait. Puis ça marche. Souvent, ce deal de spéculation-là fonctionne. Puis il y a beaucoup de monde alimentaire qui veulent vendre. Ils veulent partir un projet, faire un brand, puis le vendre avec un multiple sur les ventes. Mais, en tout cas, là, je rentre en plus le truc économique, c'est un peu plus complexe, mais c'est dur. Pour répondre à ta question en simple, là, c'est des petites marges. Les manufacturiers en arrachent et en baffent. Souvent, les états financiers, ils sont mal faits. Ils ne connaissent pas le vrai coût de leur affaire. Puis ils se demandent tous à la fin de l'année pourquoi je ne fais pas d'argent. Pourquoi j'ai un salaire de 35 000. Je vous dis, c'est beaucoup de monde comme ça. Peut-être que je me trompe, tu vas me dire le contraire, là, mais c'est pas mal ce que je vois. Il y a beaucoup de ça. Il y a les fruits et légumes qui sont hyper impactés par la météo. Tu sais, c'est sûr que je pense qu'il y en a qui vont bien tirer leur épingle du jeu, des produits innovants, tu sais, puis comme dans n'importe quel cycle où est-ce que ça va moins bien, il y en a qui tirent leur épingle du jeu là-dedans, puis il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Mais ce qu'on entend, c'est que c'est sûr, c'est plus difficile. Tu sais, au niveau des données Nielsen, tu sais, il y a de la perte de vente d'unités, là. C'est sûr, les gens achètent moins, là. Les gens achètent moins, ont des budgets plus serrés. Ils coupent carrément leur achat d'épicerie, tu sais. Fait que on reste optimiste, tu sais. Il faut continuer. Oui, exact. Puis c'est du monde passionné. Oui. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça qui fait qu'on est encore là. C'est que c'est tout du monde passionné. C'est du monde qui croit tellement dans leur affaire, qui trippent dans leurs produits de terroir, qui veulent... C'est qu'ils le font, en fait. Tu sais, c'est cette passion-là qui fait que ça continue, en fait. C'est quoi le... Parce que là, l'Aliment du Québec, c'est un des outils pour le communiquer, tu sais, que l'aliment est fait ici. Il y a de plus en plus de projets d'économie circulaire, de réduction de gaspillage alimentaire. Les marges sont faites, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un équilibre là-dedans puis que le prix soit facturé. C'est-tu que le consommateur le paye davantage, le produit? C'est ce qui va se passer selon moi. Ma théorie à 2 cents, elle vaut vraiment juste 2 cents. Ma théorie, je vous le dis tout de suite, c'est que la tablette va doucement s'alléger un peu. Il va y avoir moins de tout. Tu sais, là, on a une extra abondance. Ouais. On est vraiment dans l'extra abondance. Ouais. Là. Ce qui crée le plus de gaspillage alimentaire au monde, d'ailleurs. Là, plus on a de l'abondance, plus il y a du gaspillage, mais c'est ce qu'on veut en tant que consommateur. Là, doucement, cette extra abondance-là, puis cette variété énorme qu'on a de plein de produits, puis de 6 marques par produit, elle va streamer doucement. Comme les bailleurs vont se rendre compte, comme la SAQ fait ça en ce moment. La SAQ est comme, OK, wow, on a ouvert la porte à toutes les distilleries du Québec, puis à tout le monde à faire des prêts à boire alcoolisés. Mais là, c'est parce qu'on sait ça n'a plus de bon sens. On en vend juste quelques caisses de chaque, là. Ça fait aucun sens, puis ça complique leur entrepôt. Leurs entrepôts sont bondés, bien raides d'alcool. Ils sont comme, non, ça fait que là, ils ont dit cette année, OK, guys, là, nous, on en prend vraiment moins. Là. Ils ont trimé à 25 % de ce que c'était. Fait que ce que la SAQ fait en ce moment,
C'est ce qui va se passer aussi, je pense, dans l'agroalimentaire aussi à l'épicerie. Oui. Puis les gens reviennent aux produits de base, tu sais. Exact. Vraiment, là. Il y a un supermarché en Allemagne. J'avais parlé de ça dans l'épisode avec Valérie Védrine. Si vous ne connaissez pas ce qu'elle a fait dans Masse Critique, je vous invite à le faire. C'est un peu de revoir l'industrie publicitaire pour la rendre plus responsable. Je trouve ça super intéressant. Wow. Fait qu'elle me disait un exemple qui a été fait, puis je l'ai repris après. C'est une épicerie en Allemagne qui a décidé d'afficher le coût des aliments avec le coût le coût environnemental, en fait. Fait qu'au lieu de dire, ben voici ton coût de ton produit qui vient de l'extérieur, qui est 25 % moins cher, ben c'était le coût réel avec la charge environnementale qui était là. Pour voir, pour démontrer. C'est une super idée, je trouve. Je suis pas sûre qu'on est rendu là, mais j'ai trouvé que c'était une super idée. Fait que c'est quoi les principaux défis qui vous attendent prochainement, Isabelle? Bien, l'inflation touche tout le monde. On veut rester optimiste, on veut continuer à faire connaître les marques québécoises. Mais c'est certain qu'on est conscient que c'est difficile pour les consommateurs, là, puis pour les entreprises et tout ça. Donc, les principaux défis, ça va être de continuer à intéresser les consommateurs, de continuer à être pertinent, d'éduquer davantage. C'est vers ça qu'on va aller, justement, d'éduquer davantage les consommateurs sur la saisonnalité des produits, on veut faire beaucoup de campagnes, bien, beaucoup de projets promotionnels avec les bannières parce qu'on sait que le rabais pour les produits québécois fonctionne bien, tout ça. Donc ça, on veut développer ça davantage. Mais c'est ça va être de suivre les entreprises là-dedans, puis les consommateurs, puis de s'assurer que notre message est cohérent avec ce qui se passe en ce moment, là. OK. Toi, David, un autre projet, une autre entreprise? Bien là, ça va être d'analyser l'aliment du Québec sous mes breuvages. Ça va être un petit défi pour analyser ça, mais... sinon, notre gros défi en ce moment, c'est l'exportation, en fait. C'est d'amener notre modèle d'affaires ailleurs dans le monde. En ce moment, on est à fond dans les États-Unis. Fait que là, c'est... Partout aux États-Unis, actuellement? Oui, bien, presque, pas dans tous les États, là, mais d'ici à peu près mi-2024, on va être dans tous les États des États-Unis. On devrait avoir 3000 portes d'ici fin 2024. Fait que, 3000 portes, c'est 3000 épiceries. 3000 épiceries. Et non pas 3000 foyers. Non. 3000 épiceries qui ont notre produit sur la tablette. Ce qui fait que c'est un défi opérationnel, c'est un défi de logistique, c'est un défi de... C'est pas mal l'usine puis les opérations qui est notre défi, nous autres. Mais quand tu dis notre produit, c'est la gamme, c'est le jus? C'est nos jus, surtout. Oui, nos jus surtout. Parce que l'alcool, s'il y a beaucoup de régulation autour de ça, c'est quand même complexe. Puis ça fait que c'est vraiment nos jus qu'on fait à l'usine. C'est ceux qui ont le plus d'impact aussi, en fait. OK. Bien, je ne suis pas vraiment inquiète de votre succès mutuel. Fait que je vais vous souhaiter une bonne continuité. Merci. Avant qu'on passe à nos questions locales, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une question pour moi? Je vous offre la chance de me poser une question. Ça n'arrivera pas souvent. Bien, moi, je suis un novice là-dedans. Je pensais que c'était la même affaire pour du Québec, pour les ventes du Québec. Puis là, je suis vraiment content de découvrir. Mais il était vraiment temps qu'il y ait ça, pour vrai. Ouais. J'en reviens pas quand tu as dit que ça faisait juste 1 an et demi. C'est vraiment pas long, là. Ouais. Puis j'ai hâte de voir ça. Puis je trouve ça malade parce que tu peux calquer l'évolution des produits du Québec puis les techniques d'aliments du Québec puis en faire un peu la même chose. Mais je suis est-ce que si je suis un fabricant du Québec, puis là, je gosse des pneus du Québec, mettons. Je pense pas qu'on peut les pneus ici, mais mettons. Puis là, je veux avoir cette certification-là. Ouais. C'est-tu très rigoureux? C'est-tu un appel? Comment ça marche, là? Moi, je veux être membre Produits du Québec, puis je veux mettre ce logo-là sur mon produit. Sur tes produits. Peut-être pas des pneus, là. Disons, mettons, des robots culinaires. Je fais des robots culinaires. Ce qui est aussi probable que des pneus. Mais en fait, Isabelle, elle l'a dit un peu, on est similaire on est fortement inspiré d'Aliments du Québec en termes de processus. C'est juste que nos marques sont différentes. Fait que nous, on a conçu au Québec, fabriqué au Québec, produit du Québec. Fait que conçu au Québec, c'est 100% de la conception, mais fabrication possiblement à l'extérieur. Fabriqué au Québec, c'est transformation substantielle effectuée au Québec. Mais nous, on ne regarde pas les intrants dans cette marque-là. Fait qu'on n'a pas de notion de quantité suffisante non plus. Et après ça, on a produit du Québec. Là, c'était dans la même définition que fabriqué. Fait que transformation substantielle. En plus, 85% des intrants doivent être québécois. Oh wow. Fait que là, 85%, bien, on vérifie. Fait qu'on va te demander des factures, on va te demander des coûts de main-d'œuvre, un organigramme, une attestation. Fait que, je suppose qu'après 1 an et demi, le consommateur ne connaît pas encore la différence entre ces trois affaires-là. C'est-tu 3 logos différents, genre? Oui, regarde, tu les vois sur le mur en face de toi. L'auditeur ne le voit pas. Je voyais juste lui au centre. C'est ça. Il y a vraiment... Ben, tu vois, c'est la même... C'est vrai qu'on veut lui au centre. On veut lui au centre. Ben,
Ben oui. J'ai même pas vu les autres, ils étaient trop fade away. Ben, ça ressemble quand même un peu. Ben, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, tu sais, je te dirais que, tu sais, 80 de nos... Peut-être pas 80 j'ai pas le chiffre exact, mais ils sont fabriqués au Québec, c'est la marque la plus populaire. Mais en termes de nombre de SKU, de produits, tu disais 26 000, nous autres, on a 53 000. Parce que dans le non-alimentaire... Mais dans le non-alimentaire, c'est différent. Tu sais, ta collection au complet peut être certifiée, entre guillemets. Donc, tu sais, ta collection, il y a combien de morceaux de linge dedans? Là, tes jupes en small, medium, large, tout ça. Ça va vite, là. 53 000? 53 000. OK, wow. Fait que, tu sais, après un an et demi, fait que c'est sûr que cette quantité-là va être exponentielle là, avec les années à venir. Tu sais, ne serait-ce que dans les industries où le SKU unique est facilement pas réplicable, mais tu sais, il vient en plusieurs exemplaires. Mettons des vêtements, parce que un produit alimentaire, il y a toujours d'emballage, fait que c'est facile, là, on le met dessus. Mais des vêtements, mettons, je vends des jupes, là. Ouais. Je le mets où, ce logo-là? Bien, c'est un choix. Tu sais, tu peux le mettre sur ton étiquette de vêtements. Il y en a qui le font. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, pas chez Fils. Ouais. Ben, je ne sais pas s'ils l'ont changé, mais avant qu'ils adhèrent avec nous, il était écrit, là, tu sais, faites site. C'était comme ça qu'ils l'écrivaient. Fait que c'était sur leur étiquette. Puis sinon, ben, tu sais, ça va être sur, encore une fois, la collaboration détaillant. Tu sais, le focus, ça va être de s'assurer que les détaillants qui distribuent ton produit, ben, ils parlent avec nous pour qu'on leur dise quels produits sont vérifiés pour que l'affichage soit fait pour le consommateur. Parce que s'il n'y a pas d'affichage pour le consommateur, ça ne sert à rien. Non, c'est clair. T'sais. Fait que c'est là-dessus que nous, on travaille. Fait que les entreprises peuvent le faire, mais nous, on n'attendra pas que les entreprises le font. T'sais. On va les créer, ces canaux de communication. Ouais. Très cool. Fait que je suis contente de t'avoir éduqué aujourd'hui. Ben oui, j'avais une question. C'est bon, ça. Moi, j'en ai une. Ben, hey, 2. Je pense que c'est chanceux. Je ne demanderai pas c'est quelle entreprise tu ta préférée, puis tu sais quel produit tu achètes de produits du Québec, tous les produits non alimentaires, mais des produits aliments du Québec ou aliments préparés au Québec. En as-tu un? Ben moi, j'aurais dit Loop, mais vu qu'ils l'utilisent pas, ton logo, Non, dis pas Loop, là. Dis autre chose. Non. Mais moi, j'ai toujours été attachée au biscuit Leclerc. Je sais que c'est un classique, mais tu sais, pour moi, ça représente plein de souvenirs, ça représente, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a trop d'émotions derrière ce produit-là, fait que j'ai un petit peu de misère à pas le nommer dans mes... c'est bien. C'est québécois, Leclerc? Oui. Ah, ça, j'étais pas sûr. J'aurais eu l'air folle, c'est sinon. Ouais, t'aurais fait, c'est fait par Kraft, ça. C'est ça. Ben, super. Fait qu'on va passer à nos questions locales. Ouais. Qu'est-ce qui distingue le savoir-faire québécois? Oh, bonne question. Je dirais que qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est qu'on est un petit peu plus vite en avant. OK. Fait que... Puis vraiment, ça, c'est vraiment un fait que j'ai remarqué sur les Québécois entrepreneurs, c'est que quand ils ont une idée, ils vont. Ils sont comme, OK, let's go, on fait ça, puis 6 mois plus tard, ça se passe, tu sais. Souvent, ailleurs, il y a il y a de la réflexion, OK, si tu vraiment ça, il y a plus de... Parce que je pense qu'on vit dans un endroit, au Québec, je pense qu'on a eu beaucoup de beaux modèles d'inspiration d'entrepreneurs, puis je pense qu'ailleurs, il y a la crainte que l'entreprise doit être vraiment énorme, très grosse, puis c'est vraiment épeurant, tu sais. Alors qu'au Québec, on dirait qu'on a... Comme moi, puis les gens qui m'entourent, on dirait qu'on sent que faire une entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Ça se fait, en fait. Ça ou ça? Bagel, Saint-Viateur ou Fairmount? Ouf. Oh! Écoute, Je suis contente de ne pas l'avoir eu. ben, moi, je trouve que les deux se valent. Je fais pas la différence. Tu fais pas la différence? Non, ben là... Ben, OK, si on avait un test à l'aveugle, là, sérieux, tu l'aurais, toi. Non, Ben, c'est ça. Les deux sont très bons. Les deux ont une expérience sensorielle quand tu vas sur place. Mais je sais pas quoi dire. Les deux sont bons. Ah, votre produit local chouchou. Ah, Ça, c'est tout le temps difficile, hein, à répondre. tu peux donner du non-alimentaire si tu veux pas être... T'as-tu une mauvaise posture? OK, le savon Ma Vie. Ah oui? J'adore ce savon à main, là. J'adore les savons à main de luxe. Puis celui-là, il sent bon, puis il est fun. Il est doux pour les mains. Bon. Et ça, c'est quoi? Je connais pas ça. Non? Ben, c'est super. Merci. Un gros merci. Au jeu. Merci d'être venu nous voir. Je sais que vous êtes super occupés. Fait que c'était un plaisir de vous recevoir. Ça fait Merci plaisir. Merci de nous avoir. Ciao, ciao. Bye. Bye.